244. Sénatrice Bellemare. Merci, Madame la Présidente. Alors, je suis très heureuse de proposer l'adoption en deuxième lecture du projet de loi S-244. L'honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l'honorable sénateur Dalphond, que ce projet de loi soit lu une deuxième fois en débat. Sénatrice Bellemare. Merci, Madame la Présidente. Alors, ce projet de loi est le fruit de discussions entre plusieurs groupes représentant divers acteurs du marché du travail concernés par l'assurance-emploi. Pour les syndicats, le Conseil du travail du Canada a joué un rôle de premier plan. Ont participé également aux discussions la FTQ, la CSN, Unifor et le Syndicat des métiers de la construction. Pour les employeurs, c'est la Chambre de commerce du Canada qui a été le point de contact régulier. Ont participé également aux échanges la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, manufacturiers et exportateurs du Canada, la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Conseil du patronat du Québec. Je tiens également à remercier les deux commissaires de l'assurance-emploi, Pierre Laliberté, commissaire pour les travailleurs et travailleuses, ainsi que Mme Nancy Haley, commissaire pour les employeurs, pour leur participation judicieuse aux discussions. Un merci également à mon équipe, aux légistes, ainsi qu'à mon conseiller spécial, Michel Cournoyer, qui fait de la consultation depuis plus longtemps avec moi. Ce régime, objectif de ce projet de loi. Ce projet de loi vise à renforcer le dialogue social à l'intérieur de la Commission de l'assurance-emploi. La structure actuelle de la Commission de l'assurance-emploi, fondée sur la consultation, ne répond plus aux besoins du jour. Ce régime, financé totalement par les employeurs et les travailleurs et travailleuses, joue un rôle majeur sur le marché du travail au chapitre de l'indemnisation, mais aussi au chapitre des politiques d'emploi qui facilitent les transitions. Il a failli à la tâche pendant la pandémie et une réforme majeure s'impose. Les changements à apporter seront plus ou moins efficaces selon la participation des acteurs à la définition et l'implantation de ces changements. Ce projet de loi est issu des partenaires du marché du travail et les commissaires, comme je le disais, y ont participé activement. Il est assez simple. Il vise à créer, dans la législation fédérale, un comité aviseur à la Commission actuelle de l'assurance-emploi. Ce comité, sous la coprésidence des commissaires des travailleurs et travailleuses et des employeurs, il est proposé qu'il soit composé d'un nombre égal de représentants des travailleurs et travailleuses et des employeurs. Outre les commissaires actuels, les membres additionnels de ce comité ne seront pas rémunérés. Donc, il ne comporte aucune incidence budgétaire spécifique. Qu'est-ce que le dialogue social? Il arrive souvent, lorsque je parle de dialogue social, que les personnes me questionnent et me demandent « Mais de quoi parlez-vous donc? » Il est vrai qu'au Canada, on ne parle pas au quotidien du dialogue social. Et pourtant, c'est une pratique assez courante ici, surtout au Québec, mais encore plus étendue dans la majorité des pays industrialisés. L'Organisation internationale du travail, organisation membre des Nations unies, propose la définition suivante du dialogue social. Et je cite. « Le dialogue social est défini par l'OIT comme incluant tous les types de négociations, de consultations ou simplement d'échanges d'informations entre ou parmi les représentants du gouvernement, les employeurs et les travailleurs sur des questions d'intérêt commun ayant trait à la politique économique et sociale. » Le dialogue social prend de nombreuses formes très différentes. Il peut prendre la forme d'un processus tripartite avec le gouvernement comme partie officielle au dialogue ou de relations bipartites entre des représentants des travailleurs et la direction au niveau de l'entreprise ou les syndicats et les organisations d'employeurs à des niveaux supérieurs. Le dialogue social peut être informel ou institutionnalisé et souvent un mélange des deux formes. Il peut s'instaurer au niveau national, régional, international, transfrontalier ou local. Il peut impliquer les partenaires sociaux de différents secteurs économiques au sein d'un même secteur ou d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises. Fin de la citation. Mais l'OIT précise aussi que l'objectif principal du dialogue social en tant que tel est d'encourager la formulation d'un consensus
entre les principaux acteurs du marché du travail ainsi que leur participation démocratique. Les structures et les processus d'un dialogue social fécond sont susceptibles de résoudre des questions économiques et sociales importantes, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité sociale et de stimuler l'économie. » Fin de la citation. Quand on lit qu'il s'agit d'un processus collectif de négociation ou d'échange d'informations, on peut conclure que le Canada pratique amplement le dialogue social. Mais en fait, la consultation, comme elle est souvent conçue, n'est que l'amorce du dialogue social durable visant la concertation. Après une deuxième lecture de ce que nous dit l'OIT, on comprend que le dialogue social n'est pas un processus unilatéral ou unidirectionnel, comme c'est le cas des processus de consultation que les gouvernements entreprennent au Canada dans l'élaboration des projets de loi. La consultation est moins efficace que la concertation. C'est le début, mais c'est moins efficace. Et pourquoi? La réponse courte, c'est la suivante. La consultation donne plusieurs réponses, alors que la concertation permet d'identifier la ou les solutions mutuellement acceptables et généralement mutuellement avantageuses. Prenons l'exemple des relations de travail dans une entreprise. Les spécialistes des relations de travail comprendront tout de suite qu'un contrat de travail négocié est toujours préférable à un contrat de travail décrété par un arbitre après consultation des parties. Le plus souvent, quand le rapport de force est équilibré et que le processus est effectué en bonne foi, la négociation permet de trouver des ententes qui sont mutuellement avantageuses sur le plan de la productivité et de l'équité. Le résultat est souvent conforme à un jeu à somme positive dans l'organisation collective du travail, de la production et de la rémunération. Ce n'est pas nécessairement le cas pour l'arbitrage. Après avoir entendu les versions officielles des parties, l'arbitre coupe généralement la poire en deux. Le résultat sera moins optimal. In short, en résumé, le dialogue social est une forme de négociation au niveau national qui aboutit à la détermination de politiques du marché du travail plus efficaces et plus équitables que ne serait le cas autrement. Il s'agit d'un processus efficace car il révèle les multiples facettes d'une même réalité. Il permet l'innovation dans des solutions mutuellement bénéfiques. Il permet de prendre en compte les effets inattendus des politiques et de compenser les perdants. Le dialogue social assure également une plus grande acceptabilité sociale parmi les entreprises et les travailleurs, ce qui facilite sa mise en œuvre. Le processus de dialogue social est fort différent d'une consultation publique spécifique et limitée dans le temps, effectuée par des élus ou fonctionnaires pour soutenir des décisions politiques parfois déjà arrêtées. La consultation tripartite concentre généralement l'information auprès des décideurs et surtout, elle ne permet pas d'identifier les solutions innovantes, car la consultation ne favorise pas les échanges entre les parties. La consultation, comme elle est le plus souvent pratiquée, n'est pas un processus qui vise le consensus. Au contraire, il arrive souvent qu'elle donne lieu à des prises de position opposées de la part des personnes consultées. En conséquence, les fonctionnaires et les politiciens qui choisissent les stratégies feront très souvent des mécontents. Il pourrait arriver qu'il y ait des gagnants et des perdants, ce qui ne facilitera pas la mise en œuvre des stratégies. Bref, le dialogue social est un processus plus transparent que la consultation parce que tous les acteurs ont accès à l'information donnée par les autres acteurs. La rétroaction et la validation de l'information s'effectuent simultanément autour de la table. C'est un processus qui englobe les préoccupations des divers acteurs. Le résultat du dialogue social offre des solutions convergentes et favorise le consensus social, ce que ne peut faire la consultation bilatérale. Il facilite aussi la mise en œuvre des politiques et c'est un jeu à somme positive. Fini pour la théorie. Je vais vous parler maintenant de choses un petit peu plus concrètes. J'ai eu la chance
de voir à l'œuvre le dialogue social dans le contexte des politiques du marché du travail au Québec. Je veux vous raconter un petit chapitre des réalisations de la Commission des partenaires du marché du travail. Au Québec, la Commission des partenaires du marché du travail existe depuis 1993. Elle fut créée comme conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, SQDM, organisme public dont le mandat était de gérer les programmes de main-d'œuvre et de formation financés par Ottawa et le Québec. En 1994, à la demande des associations d'employeurs et de travailleurs du Québec, la composition du CA de cet institut, de cet organisme public, a été changée afin qu'il soit composé de représentants d'associations plutôt que d'individus. Le gouvernement de l'époque a accepté cette demande et à la même occasion, je suis devenue PDG de cet organisme lors de cette restructuration. À ce moment, la ministre responsable de ce dossier endossait les priorités du Forum pour l'emploi. Le Forum pour l'emploi était une OSBL créée en 1987 pour structurer le dialogue social au Québec. Précisons que le Forum pour l'emploi était l'expression d'une volonté collective des acteurs économiques du Québec afin de contribuer à abaisser le taux de chômage et à stimuler la croissance et la productivité. La bougie d'allumage de ce mouvement a été la publication d'un ouvrage intitulé « Le défi du plein emploi » que j'ai écrit avec ma collègue Lise Poulin-Simon, disparue trop jeune en 1995. Cet ouvrage comparait les politiques économiques en matière d'emploi de pays qui avaient réussi à traverser la période économique du choc pétrolier de 1976 relativement bien, alors que le Canada expérimentait la stagflation depuis 1976. Cet ouvrage a suscité beaucoup d'intérêt public et c'est ainsi que 2 ex-fonctionnaires fédéraux ont frappé à nos portes pour nous lancer le défi de relever le défi que l'on proposait dans ce livre. Nous avons alors décidé de le relever en réunissant un groupe de personnes venant de divers horizons, mais tous intéressés par l'action collective. Au début, cette OSBL était coprésidée par Claude Belland. Certains d'entre vous le connaissent, alors président du Mouvement des Jardins, et Louis Laberge, alors président de la FTQ et du Fonds de solidarité. Il était composé de toutes les forces vives du marché du travail du Québec. Les associations syndicales, patronales étaient toutes représentées. On y retrouvait également les municipalités, certaines grandes entreprises, des associations de jeunes, de femmes et le secteur de la formation professionnelle y était également. Le Forum pour l'emploi souhaitait vivement une réforme majeure des programmes de main-d'œuvre et une coordination, voire une fusion des programmes provenant du fédéral et du Québec afin de concentrer les efforts sur l'obtention de résultats concrets en termes d'insertion en emploi et de réduction du chômage, plutôt que sur la conformité au programme. C'est ainsi que les représentants des employeurs et des travailleurs ont fait des représentations auprès du gouvernement fédéral afin d'assurer une dévolution des programmes et mesures au niveau provincial. L'objectif était de créer un fonds pour le développement de la main-d'œuvre géré par le Québec. En 1996, l'entente a été signée, le fonds a été créé et constitué de crédits provenant du fédéral et du Québec. L'entente prévoyait et prévoit toujours des objectifs de résultats et la gestion par programme a été abandonnée au profit d'une gestion par résultat. Alors, à ce moment, c'est plus d'une centaine de programmes qui ont été abolis. Ces programmes visaient des catégories de personnes et ils portaient la couleur du ministre qui avait souhaité sa création. Ils ne permettaient pas de flexibilité budgétaire, de sorte que si à la fin de l'année, les sommes prévues pour chacun des programmes n'étaient pas dépensées, elles retournaient au Trésor public. Et cela, même si les besoins des personnes sur le marché du travail étaient criants et non répondus. Inutile d'insister pourquoi les évaluations officielles de ces programmes s'avéraient négatives. Les partenaires sociaux ont permis le virage en faveur d'une gestion des fonds publics
par résultat plutôt qu'une gestion par programme. C'est énorme comme réalisation. Aujourd'hui, la SQDM a été remplacée par Emploi Québec, qui a fusionné les personnels de la SQDM, les personnels du Bureau des services d'emploi fédéraux et ceux de l'aide sociale. La Commission des partenaires du marché du travail participe toujours à la gestion d'Emploi Québec et plus spécifiquement dans le domaine des services de formation et d'emploi. La gestion par résultat est maintenue et les partenaires doivent veiller à ce que les pouvoirs publics ne viennent pas l'éroder par la porte arrière en créant à nouveau des programmes catégorisés à saveur politique. Ils veillent à ce que la logique socio-économique du marché du travail prévale sur les objectifs électoraux partisans. En résumé, cette histoire vise à montrer que le dialogue social sur le marché du travail et au niveau national est plus qu'une simple consultation. Le dialogue social consiste à se consulter pour donner des conseils qui respectent la logique collective du marché du travail, pour trouver ensemble des solutions optimales à des besoins spécifiques. Dans de nombreux cas, dans de nombreux pays, le dialogue social est utilisé pour gérer les programmes d'assurance chômage ainsi que les investissements dans le développement de la main-d'œuvre. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que la participation des partenaires économiques et sociaux aux décisions concernant les politiques du marché du travail est une solution gagnante pour la société. Ils ont l'information du terrain que les statistiques ne peuvent dévoiler. Ils mettent en pratique les politiques, les inscrivent dans leur pratique de gestion des ressources humaines. Ils en subissent leurs conséquences. Leur participation est nécessaire pour le succès des programmes. Public intervention. L'intervention publique en matière d'emploi et de travail doit respecter la logique du marché du travail et non la logique électorale du nombre de voix. Notre prospérité durable en dépend. Les programmes ne peuvent pas changer tous les 4 ans et suivre la logique politique. Toutefois, le dialogue social n'est pas une pratique spontanée. Parmi les conditions nécessaires pour amorcer un dialogue social fructueux, on retrouve la confiance mutuelle entre les parties. Or, ce ne sont pas tous les employeurs qui entretiennent de bonnes relations avec leurs employés et vice-versa. Le dialogue social peut être un puissant antidote à la polarisation des idées qui vient avec les réseaux sociaux. Mais pour se développer, le dialogue social a besoin d'un environnement qui favorise la confiance mutuelle. Les gouvernements ont un rôle à jouer pour créer des environnements favorisant cette confiance. Ce n'est pas toujours évident quand, en même temps, les hommes et les femmes politiques qui occupent les instances gouvernementales participent à des stratégies fondées sur, souvent, le principe de diviser pour mieux régner. Comme le mentionne un rapport de l'OCDE pour le Global Deal, et je cite, « Les partenaires sociaux et le gouvernement ne peuvent établir et maintenir un dialogue efficace sans confiance mutuelle. S'il n'existe pas de recette unique pour instaurer la confiance, les études de l'OCDE ont identifié certains déterminants clés de la confiance dans une institution spécifique, à savoir le gouvernement national. Il s'agit notamment de l'intégrité des hauts fonctionnaires, de la fiabilité du gouvernement en cas de crise, de l'ouverture à la voix des citoyens, ainsi que la réactivité aux préoccupations des citoyens. De plus, les facteurs suivants renforcent la confiance. 1. L'existence d'institutions et de structures où les partenaires sociaux peuvent régulièrement se rencontrer et discuter pour parvenir à une compréhension commune du niveau des lieux de travail au niveau national. Deuxièmement, l'accès à des informations précises par toutes les parties. 3. Des mécanismes qui garantissent l'application des conventions collectives et d'autres engagements. 4. La stabilité institutionnelle pour créer des attentes partagées et ancrées. 5. Respect de l'autonomie des partenaires sociaux. 6.
l'évitement des conflits et de la concurrence mutuelle excessive entre les partenaires sociaux eux-mêmes. Toutes les études qui se sont penchées sur la question du dialogue social indiquent qu'au moins 2 conditions sont nécessaires pour une pratique soutenue et efficace de ce dialogue. La première est la reconnaissance et la volonté gouvernementale de s'engager sur la voie du dialogue social pour la détermination des politiques publiques en matière de main-d'œuvre. La deuxième est l'importance d'institutionnaliser cette pratique afin de soutenir la confiance mutuelle et de développer la culture de la concertation. Collègues, au risque de me répéter, le dialogue social est un facilitateur majeur pour atteindre l'efficacité et l'équité dans le système de production et dans le marché du travail. C'est pourquoi l'Organisation internationale du travail a toujours fait la promotion du dialogue social à l'échelle internationale, et ce, dans tous les pays, même les moins développés. L'OIT a produit des recommandations et des conventions identifiant les bonnes pratiques en ce domaine, et le Canada a signé de nombreuses conventions de l'OIT. Le gouvernement du Canada soutient la pratique et reconnaît l'importance du dialogue social par ses engagements internationaux. Par exemple, en 2016, le gouvernement fédéral a soutenu le Pacte mondial pour un travail décent et une croissance inclusive qui a été lancé par le premier ministre suédois Stefan Löfven et mis sur pied en collaboration avec l'OCDE et l'OIT. Son objectif est d'exploiter le potentiel du dialogue social comme instrument de promotion pour des emplois de meilleure qualité, de conditions de travail plus équitables et de croissance plus inclusive en conformité avec le programme 2030 des Nations unies. Depuis la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, qui exprime la vision contemporaine du mandat de l'OIT dans l'ère de la mondialisation, a été adoptée par tous ses membres en 2008, incluant le Canada. La déclaration promeut le travail décent par le biais d'une approche coordonnée visant à réaliser 4 objectifs stratégiques: l'emploi, la protection sociale, le dialogue social et les principes et droits fondamentaux du travail. Tel que stipulé dans la déclaration, le dialogue social et le tripartisme en tant que méthode sont les plus aptes afin d'adapter la mise en œuvre des objectifs stratégiques aux besoins et circonstances de chaque pays et de traduire le développement économique en progrès social et le progrès social en développement économique, entre autres choses. En 2011, le Canada a aussi ratifié la Convention 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, qui reconnaît le dialogue social entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs dans la mise en œuvre de ces procédures sur les questions concernant les activités de l'OIT. La Convention 88 sur les services d'emploi, qui concerne le service d'emploi, a été ratifiée par le Canada en 1950. L'article 4 stipule que les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions nationales consultatives doivent être désignés en nombre égal après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Collègues, le dialogue social joue un rôle important dans de nombreuses sociétés, et pas seulement dans les sociétés démocratiques. En effet, l'histoire démontre que les institutions privées de marché et le principe de concurrence ne fonctionnent pas optimalement dans le marché du travail, surtout quand on parle d'indemnisation et d'assurance chômage ou de développement de compétences. De la même manière, la planification centrale de la production et du marché du travail ne fonctionne pas non plus dans les pays considérés non démocratiques. On retrouve des institutions de dialogue social dans le monde à plusieurs niveaux de gouvernance, notamment au niveau national, afin de définir les grands enjeux de politique économique et sociale, ainsi que les stratégies possibles pour y répondre. Plusieurs pays la pratiquent pour des enjeux plus spécifiques, comme le développement de la main-d'œuvre. As an example of the... Pour illustrer l'importance du dialogue social au niveau macro, l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires est une organisation qui rassemble des conseils économiques et sociaux de 72 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Asie.
Elle a été créée en 1999 et son siège est à Bruxelles, en Belgique. On y retrouve de nombreux pays dont la France, la Belgique, la Grèce, le Cameroun, le Brésil, le Mexique et bien d'autres, même la Chine. Sur les questions de main-d'œuvre, les pays scandinaves sont des modèles et surtout des pionniers dans le modèle, tout comme l'Allemagne et l'Autriche, pays que j'ai étudiés et observés en action dans une autre vie professionnelle. Plus de la moitié des pays européens ont mis en place des institutions tripartites qui participent activement à la gestion des programmes en main-d'œuvre et d'assurance chômage. Depuis quelques années, on observe un intérêt accru pour le dialogue social sur la scène internationale. Ce n'est pas surprenant, compte tenu des défis de mobilisation de l'action collective pour la réalisation d'un objectif commun aussi majeur que le développement durable de notre planète. La poursuite des objectifs de développement durable et l'agenda 2030 obligent le développement d'une stratégie commune et nécessitent donc un important et robuste dialogue social à tous les niveaux. La transition vers des économies vertes passe par l'adoption de pratiques durables au niveau du marché du travail, car c'est là où se crée et se distribue la richesse. Qu'en est-il du dialogue social à l'échelle fédérale au Canada? Avant d'aborder cette section, je tiens à rendre hommage à une économiste que je ne connais pas personnellement et que j'aurais aimé rencontrer dans le contexte de ce projet de loi. Il s'agit de Donna Woods, décédée en 2019. Après avoir travaillé pendant 25 ans dans la fonction publique de l'Alberta et ensuite des territoires du Nord-Ouest au niveau des politiques publiques, elle a enseigné au département des sciences politiques à l'Université de Victoria. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la politique sociale au Canada et dans le monde, ainsi que sur le fédéralisme. Professeur Donna Woods a fait des analyses poussées de l'évolution du dialogue social au Canada. C'est pourquoi, dans ce qui suit, je m'inspire librement de ses écrits et des études scientifiques que j'ai réalisées alors que j'étais professeur d'université avec la professeure Lise Poulin-Simon et de mon expérience professionnelle dans le secteur de l'emploi. À l'échelle fédérale, la première expérience tripartite a été mise en place par la création de l'assurance chômage en 1940. À cette époque, quand l'assurance chômage a été créée, le programme de l'assurance chômage a été établi sous la direction de la commission tripartite de l'assurance chômage en tant qu'organisme tripartite indépendant du gouvernement. Au départ, le programme était financé par des cotisations égales d'employeurs et d'employés équivalentes à 40 % du coût des régimes pour chaque groupe et de 20 % pour le gouvernement fédéral. Le fédéral a cessé de contribuer au régime depuis 1990. Cette commission tripartite a exercé d'importantes responsabilités de gestion de l'assurance chômage de 1940 à 1976. En 1965, la commission tripartite a perdu la responsabilité des services d'emploi et de placement qui ont été transférés au ministère du Travail et ensuite au ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immigration. En 1976, la commission a perdu le contrôle de la gestion de l'indemnisation au profit du ministère de l'Emploi et de l'Immigration. Sa composition a été changée et elle est passée de 3 membres à 4 membres. Un représentant des employeurs, un représentant des travailleurs et travailleuses et 2 représentants du ministère. La présidence de la commission étant attribuée au sous-ministre en titre du ministère. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue à peu de choses près ce qu'elle est aujourd'hui. Ses responsabilités se résument à évaluer le programme d'assurance chômage, d'approuver des politiques, de prendre certains règlements, de fixer le taux de cotisation et de superviser le tribunal administratif d'appel jusqu'à tout récemment, parce que ça lui a été enlevé par la porte d'en arrière. Mais il le supervise. On en parlera plus tard de ce problème. On peut aussi affirmer que pendant près de 35 ans,
l'assurance chômage a été une institution tripartite qui a été progressivement dépouillée par le gouvernement de ses pouvoirs sur la gouvernance d'un régime que les partenaires financent actuellement à 100 %. C'est aussi à partir de ce moment-là, 1976, que le régime d'assurance chômage a subi une panoplie de transformations qui répondaient à des problématiques politiques le plus souvent éloignées de la logique du marché du travail. Et le taux de protection de ce régime est passé, qui était autour de 80 %, est passé en bas de 50 %. Outre la défunte commission tripartite de l'assurance chômage, des comités consultatifs ont vu le jour de 1941 à 1998. Le dernier en liste est la Commission canadienne de mise en valeur de la main-d'œuvre créée en 1991, qui a été démantelée en 1998. For various reasons, Pour diverses raisons, ces institutions ont fini par se dissoudre. Selon l'analyse de la regrettée professeure Donna Woods, le facteur le plus influent à l'origine de la disparition des organismes consultatifs a été la propension du gouvernement du Canada à réorganiser et à réaligner les responsabilités gouvernementales, abandonnant ou modifiant les comités consultatifs dans le processus. À mesure que le gouvernement fédéral déplaçait l'assurance chômage et ses diverses composantes sur le plan organisationnel, les comités consultatifs étaient refondus et affaiblis. L'absence de législation établissant ces comités consultatifs a très probablement contribué à leur démantèlement facile. Toutefois, dans le cas de la Commission canadienne de mise en valeur de la main-d'œuvre, la professeure Woods croit comprendre que le gouvernement n'a peut-être pas apprécié certains des messages et a donc réduit son soutien financier, ce qui a finalement amené les intervenants du milieu d'affaires à se retirer. Depuis près de 20 ans, la Commission de l'assurance-emploi est le seul organisme à faciliter la participation des entreprises et des travailleurs à la politique de l'emploi au Canada. Lorsqu'il a besoin d'une contribution sur une question plus large que l'assurance-emploi, le gouvernement du Canada a mis en place des consultations ad hoc ou a renvoyé la question à des comités tels que HUMA, à l'autre chambre, qui servent d'option accélérée pour les gouvernements qui recherchent des conseils plus spécialisés à court terme au lieu d'organes consultatifs permanents qui ont tendance à avoir une expertise large et à long terme. Je m'en voudrais de ne pas mentionner le Conseil économique du Canada. Réel exemple multipartite au Canada. Cet organisme financé par le gouvernement fédéral a été créé en 1963 et démantelé en 1992 lorsque les études du Conseil n'ont pas plu au gouvernement de l'époque ou au ministère des Finances. Le conseil d'administration du Conseil était d'abord composé de représentants des syndicats, des entreprises et d'autres groupes. Sa composition a changé par la suite avec la nomination d'individus au lieu de représentants d'institutions. Il produisait des études appliquées sur les questions de croissance, d'équité, de marché du travail et d'autres questions d'actualité. Son mandat était de contribuer à l'établissement d'un consensus au Canada. J'ai eu le privilège d'être nommée pour 2 mandats de 3 ans chacun au Conseil économique, une fois par le premier ministre Elliott Trudeau et une autre fois par le premier ministre Mulroney. Pour conclure cette partie de mon discours, permettez-moi de citer la professeure Donna Wood dans l'un de ses derniers articles intitulé, et je tiens vraiment à souligner le titre, « Le déclin de 75 ans. Comment le gouvernement a exproprié les travailleurs et les employeurs canadiens de l'assurance-emploi et pourquoi c'est important. » Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la surveillance et la contribution du patronat et des syndicats à l'assurance-emploi ont diminué au fil du temps. Il est certain que la combinaison du gouvernement, du cabinet et du fédéralisme exécutif crée au Canada un processus fermé dominé par une élite et impliquant principalement des politiciens et des bureaucrates dans tout domaine politique. L'absence d'organisation patronale et syndicale pan-canadienne intégrée verticalement
hautement représentative et englobante, exacerbe le clivage patronal-syndical et entrave leur capacité à interagir avec le gouvernement et entre elles. Le démantèlement au cours des 20 dernières années de tous les comités consultatifs pan-canadiens, de toutes les institutions de recherche responsables de l'emploi, a éliminé les espaces où se tenaient autrefois des conversations fructueuses. Et pour conclure mon discours, permettez-moi de citer à nouveau la professeure Donna Wood. Mettre le partenariat patronat-syndicat-gouvernement sur une base plus formelle, par le biais d'un Conseil national des partenaires du marché du travail, contribuerait grandement à repositionner de façon optimale les programmes du marché du travail canadien pour le 21e siècle. C'est exactement ce que fait ce projet de loi, qui a été reçu avec enthousiasme de la part des organisations d'employeurs et de travailleurs. The Honorable Perrin Beatty. L'honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, affirme, et je cite, « Avec la création d'un conseil consultatif de l'assurance-emploi, le projet de loi S-244 de la sénatrice Bellemare consacrera une approche tripartite réelle et significative entre le patronat, les syndicats et le gouvernement. Ainsi, le programme d'assurance-emploi sera durable, adapté, non partisan, inclusif et pertinent pour les générations actuelles et futures d'employeurs et d'employés canadiens. » Le président du Congrès du travail, Mme Béa Brusque, affirme de son côté « Le projet de loi S-244 renforcera absolument la voix des partenaires sociaux dans le travail de la Commission tripartite de l'assurance-emploi. » À son tour, en inscrivant le dialogue social au cœur du système d'assurance-emploi, le projet de loi de la sénatrice Bellemare améliorera l'efficacité et la réactivité de l'élaboration des politiques du marché du travail au Canada au profit des travailleurs et de notre économie. Chers collègues, ce projet de loi a reçu l'appui officiellement de ces deux grandes associations, mais de toutes les autres qui y ont participé aussi. C'est au gouvernement maintenant de s'impliquer. Ce projet de loi est important car nous devons réformer de manière fondamentale le régime d'assurance-emploi et les cotisants à ce régime doivent y être associés. Ce n'est pas seulement une question de principe, mais d'efficacité et d'équité. Je vous demande, chers collègues, d'appuyer rapidement la deuxième lecture de ce projet de loi pour qu'il puisse être envoyé en comité le plus rapidement possible. Merci. Thank you. Miigwech. Senatrice Ranguette, a question? Est-ce que la sénatrice Bellemare prendrait une ou deux questions de ma part? Absolument, sénatrice Ranguette. Bon, tout d'abord, je veux vous féliciter pour avoir déposé ce projet de loi-là et votre discours. Je souscris certainement au dialogue socio-économique à partir des communautés, nos provinces et le gouvernement fédéral et essentiellement toutes nos organisations. Par contre, j'aimerais que vous m'expliquiez comment, dans votre proposition du comité aviseur, que nos régions éloignées, que nos communautés autochtones, que nos travailleurs forestiers, agricoles, dans le secteur des pêches, pourra avoir une voix parce qu'ils sont et ont été définitivement touchés dans les changements du programme d'assurance chômage depuis les 20 dernières années au détriment de l'industrie et des travailleurs pour ces régions-là. Donc, comment ils vont pouvoir se retrouver à l'intérieur du projet de loi que vous proposez? Je suis très contente de la question. Je vous en remercie beaucoup. Je l'attendais, même si elle n'était pas convenue du tout. Dans le projet de loi, parce qu'on en a beaucoup discuté entre tous les groupes, parce que les groupes avec lesquels j'ai fait ce projet de loi-là, on s'est rencontrés souvent. Zoom, évidemment, et on a beaucoup parlé, et c'était la question importante, comment rejoindre les territoires, les populations autochtones, les régions éloignées, tout ça. Alors, au départ, on cherchait une voie
pour que le comité aviseur fasse une place concrète et fasse des liens avec le Forum des ministres du Travail des provinces et des territoires et inclut des représentants autochtones. Mais ça n'a pas été possible pour toutes sortes de raisons légales. Le Forum du marché du travail n'a pas de statut légal et aussi, ce n'est pas des cotisants. Alors, il y avait ce souci à l'intérieur du groupe de faire en sorte que quand on discutera de la partie 1 des cotisations, il y a toujours la possibilité de faire des groupes, d'inviter des groupes, que ce soit des provinces, des régions éloignées, pour participer au débat. Mais dans la simple enceinte de cette commission tripartite fédérale, elle est composée d'au minimum 12 membres, donc des 2 commissaires, plus de 5 représentants des grandes associations. Et c'est un peu la logique de la Commission des partenaires du marché du travail au Québec. La Commission des partenaires du marché du travail ne comprend pas toutes les régions, mais elle est associée à des comités régionaux. Elle est associée à des comités d'équité. Et donc, c'est un début dans ce grand souci de débat, parce que plusieurs expériences montrent qu'au départ, il est important d'assurer les enjeux tripartites de ce grand régime du marché du travail. Et après ça, et les pouvoirs dans le projet de loi sont donnés à la Commission d'inviter qui elle veut. Et je pense que ils vont le faire. C'est comme un besoin important d'associer les différentes parties. C'est un comité aviseur. Ce n'est pas un comité décisionnel. C'est un comité aviseur à la Commission dont le mandat est d'aviser en fonction de l'évaluation du programme, des politiques, et d'entreprendre éventuellement des réflexions de leur propre initiative et de pouvoir les déposer à la ministre et au Parlement. Mais ce n'est pas un conseil qui va gérer l'assurance-emploi. On n'est pas rendu là. C'est un comité aviseur pour soutenir les 2 commissaires dans leurs travaux. Sénateur Lankin, vouliez-vous poser une question? Oui, merci, Monsieur le Président. Si la sénatrice Bellemare veut bien. Vous avez 2 minutes, sénatrice Lankin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sénatrice Bellemare, je suis vraiment en faveur de l'esprit de ce que vous faites. Et je crois que dans plusieurs domaines, il est très important de rassembler les intervenants autour de la table, surtout dans le cas de l'AE. Donc, ce n'est peut-être pas une question juste, mais je me demandais si vous aviez eu l'occasion de regarder la division 32 de la loi d'exécution du budget qui discute de l'établissement de directives pour qu'un chef exécutif soit responsable auprès de la Commission au lieu d'un groupe tripartite. C'est une préoccupation qui a déjà été soulevée. Je me demande donc si vous partagez ces préoccupations et si, étant donné l'intention de votre projet de loi, nous devrions nous pencher sur la division 32 et l'étudier plus en profondeur. Absolument, sénatrice Lankin. C'est un exemple ici où on ne tient pas compte des partenaires sociaux. Au début, les partenaires sociaux faisaient partie de la surveillance et du mécanisme d'appel. Je peux vous dire que le côté syndical et patronal ont beaucoup de problèmes avec la section 32, article 5 de C19. Je peux vous le garantir. Un autre exemple de l'importance des partenaires sociaux. Donc, ces domaines que vous avez mentionnés, il y a aussi la formation. Par exemple, il y a des années, le gouvernement avait proposé une allocation pour la formation. C'était un excellent programme, selon moi. Mais il y a eu, en fait, une opposition unanime des 2 côtés puisque le programme ne tenait pas compte de leur réalité. Sénateur Martin. Sénateur Martin. Je propose l'ajournement du débat. L'honorable sénatrice Martin, appuyée par l'honorable sénateur Seidman, propose que le débat soit ajourné jusqu'à la prochaine séance du Sénat. Ceux qui s'opposent à la motion diront non. Adopté.